Merci, Dr Barrada. D'abord, je commence par remercier les organisateurs de m'avoir associé à cet atelier pour vous présenter l'entrevue en médecine générale de l'accueil jusqu'à la prescription. Alors, la médecine, c'est l'art de transformer la rencontre médecin-malade en un acte sociétal complet. C'est une composante des sciences de la vie qui associe à la fois les sciences exactes, les sciences sociales et les sciences humaines. Dans sa pratique médicale, le médecin généraliste, quand il a 100 contacts, seulement 50 ont une pathologie somatique. Les 50% restants n'ont aucune pathologie somatique. Et 15% de nos malades ont une pathologie chronique et seulement 5 ont une pathologie qui est du ressort du médecin généraliste et du médecin spécialiste. 10% sont du ressort du médecin généraliste seul alors qu'il s'agit d'une maladie chronique, quand le médecin généraliste a des compétences de formation. Et là, le médecin généraliste agit en sa qualité de relation médecin-malade sur un modèle clinique. 5% des malades qui n'ont aucune pathologie somatique viennent consulter le médecin généraliste pour une raison administrative. La relation médecin-malade dans cette situation est une relation adversative et elle est sollicitée par des contrariétés et des recommandations. Dans les 80% restants des cas, il s'agit d'une pathologie somatique qui est de façon aiguë, c'est le malade qui a eu sa crise la veille, c'est le malade qui a une pathologie aiguë et vient consulter le médecin de proximité. Dans les 35% des malades qui n'ont aucune pathologie somatique, il s'agit d'une raison psychosociale qui a poussé le malade à consulter. Et pour le reste des cas, les 10% restants, il s'agit d'une raison préventive. C'est le malade, c'est le citoyen qui vient consulter sans être malade pour une raison préventive. Et nous constatons que dans 80% des cas, la relation médecin-malade est basée sur le modèle relationnel et c'est là qu'on revient à la définition, c'est la rencontre médecin-malade qui évolue vers un acte sociétal complet. Donc, au niveau de l'accueil, la salle d'attente doit être spacieuse, doit être personnalisée. Le personnel d'accueil doit être en tenue vestimentaire correcte, selon la culture de la région. Il y a une présentation identitaire, une présentation de l'accueil, une personnalisation de l'accueil en cas de nouveau malade. La gestion de la durée d'attente. La durée d'attente du malade ne doit pas dépasser certaines limites. Et le retiré du dossier médical doit précéder la consultation du médecin. La salle d'attente est personnalisée selon les normes architecturales, selon les possibilités architecturales et selon le culturel de la région. L'entrevue en médecine générale consiste à développer 4 axes, l'accueil, la salle d'attente, le dossier médical papier ou le dossier médical informatisé, le raisonnement médical du médecin généraliste, la structuration SPOAP de l'entrevue et le codage CISP, la classification internationale des soins primaires, qui est un codage personnalisé pour la médecine générale qui a remplacé la classification internationale des maladies, cette classification qui ne peut être ni adaptée ni adoptée à la médecine générale. À titre d'exemple, au Royaume-Uni, chaque malade a un NHS number, National Health System number, qui est unique et composé de 11 chiffres. L'ensemble des PC des centres de soins de santé de base sont connectés à ce réseau et l'écran de l'ordinateur du médecin affiche la liste des malades de la matinée, la liste de ces malades qui ont des rendez-vous dans une colonne à gauche et la liste des malades à visiter à domicile dans la colonne de droite de l'écran. Alors, quand le malade arrive au centre de santé de base, on tape la lettre A sur le clavier. Quand le médecin appelle le malade, on tape sur la liste C du clavier. Quand le malade entre au bureau de la consultation, on tape la lettre S. Et quand le malade quitte la consultation, on tape la lettre L. Et comme ça, on a une idée sur le flux des patients, la durée de l'attente et la durée de la consultation. Ces données sont analysées à Newcastle par la
le National Health System. À la fin de la consultation, le malade peut faire des analyses statistiques épidémiologiques avec des prototypes prédéfinis et des logiciels préinstallés à Newcastle. L'ensemble des actes médicaux sont centralisés au Centre national de Newcastle où il donne ses résultats au ministère de la Santé en Angleterre. Chez nous, le dossier médical est personnalisé. Ce dossier médical doit avoir l'identification du malade, les problèmes majeurs, les facteurs de risque, les antécédents familiaux, les antécédents médicaux, les épisodes actifs, les épisodes passifs de notre malade. La transmission du dossier médical doit toujours précéder la consultation et le médecin définit l'épisode de soins. S'agit-il d'un contact intra-épisodique ou s'agit-il d'un contact extra-épisodique? Qu'est-ce que l'épisode de soins? La maladie commence en infraclinique, le malade ne se plaint pas de signes cliniques, il n'a pas de symptômes, mais à partir de la date où il a besoin de soins, la demande de soins est formulée et il vient consulter le malade. C'est là qu'on commence le contact. Mais il y a des contacts intra-épisodiques et des contacts extra-épisodiques. Et au niveau du dossier médical, c'est ce dossier médical qui doit ouvrir ou fermer ces contacts intra-épisodiques ou ces contacts extra-épisodiques. Le dossier médical, c'est la mémoire écrite de toute rencontre médecin-malade. Il est constamment mis à jour. C'est un document médico-légal d'utilisation individuelle et collective. Il a évolué de la fiche Bristol vers le dossier médical informatisé. Une fois le dossier médical est entre les mains du malade, entre les mains du médecin, le malade le médecin doit laisser un certain temps au malade pour se familiariser au décor et au contenu du bureau du médecin. Le bureau du médecin ne doit jamais être en position bouclier parce qu'il y a cette impression d'inaccessibilité. Le face-à-face doit être évité. Le bureau doit-il être grand, petit ou moyen? Ça dépend. Si nous sommes un pédiatre, nous devons avoir un petit bureau adapté aux enfants. Si on est psychiatre, on doit avoir un grand bureau adapté à la psychiatrie. Le bureau doit-il être ordonné, désorienté ou compartimenté? Nous recommandons le bureau compartimenté. Et puis, les garnitures du bureau, le décor du bureau, doit-il être gai, sobre et les meubles doivent-ils être quelconques ou personnalisés? C'est là le tact de chaque médecin d'entre nous. Alors, dans le milieu du XXe siècle, les bureaux étaient simples comme ça. Le médecin avait beaucoup de choses sur son bureau qui ne sont pas utiles à la consultation. Le bureau du médecin généraliste doit-il être de face, doit-il être de profil? Est-ce que ce bureau doit-il avoir un PC? Le PC doit-il être latéralisé ou doit-il être un obstacle pour la relation médecin-malade? Et puis, où est-ce qu'on doit placer les chaises et combien de chaises doit-on avoir avant la consultation? Combien de chaises doit-on avoir? Doit-on avoir deux chaises, une chaise pour le médecin, une chaise pour le malade? Doit-on avoir 5 chaises et pourquoi 5 et non pas 3 ou 2? Ça dépend de l'accessibilité, ça dépend de l'accompagnant du malade. Alors, un bureau simple, c'est un bureau à 3 chaises, mais où est-ce qu'on doit placer le PC? Le PC doit être latéralisé pour éviter cette notion d'inaccessibilité, ce PC obstacle qui gêne la relation médecin-malade et qui gêne l'entrevue dans la consultation. Le bureau doit être gai et il doit être compartimenté. Le médecin ne doit pas utiliser la totalité de son bureau, mais la partie accessible au malade doit être libre pour le malade pour éviter cette notion d'obstacle, cette notion d'inaccessibilité. Les badges de nos congrès, les badges d'assistance à nos congrès, ce sont des badges qui sont recommandés dans le bureau du médecin parce que c'est un indicateur de formation continue et le citoyen qui voit un médecin qui a plusieurs badges, c'est un citoyen qui a dans sa tête que ce médecin assure une formation continue et il a une formation adaptée à l'existence. Tout bureau doit être compartimenté. Cette partie du bureau est réservée aux malades, alors que la partie postérieure, elle est réservée aux médecins selon ce dont il a besoin pour la paperasse. Ce bureau de médecin
Combien doit-il contenir de chaises? Ça dépend de la distance sociale médecin-malade, ça dépend de la relation de l'accompagnant avec le malade. Est-ce que cet accompagnant est écrasant? Est-ce qu'il s'agit d'un profil de mère poule? Est-ce qu'il s'agit d'un malade révolté? La présence de l'infirmier dans nos consultations de santé, dans nos consultations de CSB, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Donc tout ça, on va essayer de le voir à la discussion. Donc théoriquement, un bureau, c'est 3 chaises, mais parfois, on est obligé à ajouter une 3e chaise. Quand l'enfant est accompagné par ses 2 parents, alors c'est l'infirmière, c'est la secrétaire qui ajoute la 3e chaise pour voir la relation, la distance sociale et pour voir comment ce malade va-t-il se placer, comment l'accompagnant va-t-il se placer par rapport à ce malade. Parfois, on est obligé d'ajouter une 3e chaise. Nous sommes tous des formateurs en médecine générale. Nous avons souvent reçu des stagiaires en médecine familiale, en médecine générale. Là, c'est l'emplacement du stagiaire parce qu'il doit avoir un regard panoramique sur ce que fait le médecin, sur ce que fait le malade et l'accompagnant. La position idéale du stagiaire en médecine de famille, en médecine générale, c'est là pour qu'il ait un regard panoramique et pour qu'il ait une vision totalitaire sur tout ce qui se passe au niveau du bureau du malade. Quand on a un accompagnant, nous sommes dans la formule de 5 chaises dans le bureau du médecin. L'interrogatoire. L'interrogatoire, comment doit-on commencer l'interrogatoire? Comment doit-on terminer l'interrogatoire? On commence souvent par des questions ouvertes. On passe par la suite par des questions fermées. Les questions suggestives, ils sont dangereuses, ils sont souvent évités. Parfois, on est obligé d'utiliser la facilitation, la reformulation et la reformulation synthèse. Les questions ouvertes, c'est des questions qui laissent au malade une liberté maximale de répondre. Ils donnent au malade l'impression d'avoir le temps qu'il faut pour exposer, aident le malade à mettre de l'ordre dans les pensées et les sentiments et offrent aux médecins des informations d'orientation en cas de situation émotionnelle, conflictuelle, du vécu du malade. Ils ont leurs inconvénients, ils ont leurs problèmes, ils sont indiqués souvent pour le développement de contact. Les plaintes sont souvent vagues, le motif de consultation n'est souvent pas clair et c'est là qu'on est obligé de passer aux questions fermées. Ces questions fermées sont des questions précises qui viennent après les questions ouvertes. Les avantages des questions fermées, ce sont des questions directes et les réponses sont brèves. L'initiative est souvent au médecin qui formule ces questions fermées et qui attend des réponses précises de la part du malade. Les inconvénients de ces questions fermées, ce sont des questions qui donnent une réponse précise à une question précise. Ils sont indiqués dans plusieurs situations en fonction de la pathologie. Surtout, ils sont utilisés dans les pathologies aiguës où on cherche à l'interrogatoire une orientation clinique pour pouvoir s'orienter correctement pendant l'examen du malade. Les questions suggestives sont des questions à éviter par les médecins qui n'ont pas l'expérience. Ils ont leurs avantages, ils ont leurs inconvénients. Ils ont leurs indications dans les questions tabous, surtout en matière de suicide, en matière de sexualité, mais ils sont souvent à éviter. La facilitation, quand on a un malade qui ne s'exprime pas beaucoup, qui ne cherche pas à s'exprimer, on doit faciliter. C'est une attitude d'écoute attentive du médecin qui aide le patient à dire le plus, à s'exprimer le mieux, sans influencer par des questions directes. Leur fonction sert à montrer la bienveillance et la sympathie du médecin envers le patient. Ils ont leurs indications et ils ont leurs contre-indications. La formulation, c'est une situation qui prouve au malade que nous sommes intéressés à ce qu'il a dit, que ce qu'il a dit a été bien compris par le médecin. C'est un acte de miroir qui renvoie fidèlement l'essentiel de ce qui a été exprimé. Et ce n'est pas une répétition mécanique des dires du patient, mais ça donne l'impression que nous avons compris les doléances de notre malade et nous sommes appelés à agir en fonction de ce qui a été dit.
La reformulation synthèse, c'est quand l'interrogatoire a été bien conduit, l'interrogatoire a duré un certain moment, on donne l'impression au malade que nous l'avons bien compris et nous sommes bien au niveau des objectifs et nous allons trouver une solution à la demande du malade. C'est la reprise des éléments pertinents de l'entretien et la sollicitation de l'accord du patient sur la formulation ainsi faite de l'entretien. L'intérêt, c'est de clôturer l'interrogatoire, de permettre de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres motifs de consultation et c'est un effet d'engagement de la relation médecin-malade. C'est la conclusion de la négociation de détermination des contrats de soins. Alors, ça, c'est l'interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, il y a souvent la communication non verbale. Et cette communication non verbale prime souvent sur la communication verbale et parfois elle détruit la communication verbale. C'est le sourire, la gentillesse, la transmission de l'information par l'expression du visage, la compréhension, la décompréhension, le désintérêt, la suprématie du message non verbal sur le message verbal. C'est le visuel, le gestuel et le maintien de la position du corps. S'agit-il d'une position ouverte, s'agit-il d'une position réticente ou fermée? Et c'est la position du médecin dans l'espace par rapport au malade. L'entourage de la situation, souvent la blouse, doit-on mettre la blouse, doit-on ne pas mettre la blouse, ça c'est l'effet des blouses blanches, l'acoustique, les interruptions et le temps, la durée de l'entrevue ne doit pas être longue et ne doit pas être courte. Les moments importants de cet interrogatoire, c'est comment commencer, comment terminer, comment gérer la situation, comment gérer le conflit, surtout quand il y a un accompagnant. Et à la fin de l'interrogatoire, 85% des cas sont des hypothèses diagnostiques. Dans 85% des cas, l'hypothèse diagnostique est élaborée à la fin de l'interrogatoire. Et là, c'est une spécificité du médecin généraliste qui, dans 85%, a une ébauche diagnostique, une hypothèse diagnostique. Une fois l'interrogatoire est terminé, nous passons à l'examen physique, du superficiel au profond. On commence souvent par la prise de la tension artérielle pour développer ce contact thermotactile. Comment commencer par la recherche des adénopathies, l'examen de la gorge, l'auscultation du cœur, la palpation des seins, la recherche des varices et dans certaines situations, la recherche des bouquets hémorroïdaires, mais ne jamais inverser cet examen physique, ne jamais commencer par la recherche des bouquets hémorroïdaires pour terminer avec la prise de la tension artérielle. Le contact corporel, c'est un moyen puissant, toujours associé à un grand degré d'intimité, mais attention au culturel. Le culturel doit être adapté à la situation et ne pas dépasser le degré d'intimité désiré par le patient et n'hésitez pas de corriger l'interprétation du patient parce que c'est souvent des situations médico-légales. Sur la table d'examen, accompagner le malade à la montée et à la descente. Les fractures de l'ethmoïde, c'est souvent à la descente de la table de l'examen. Accompagner le malade jusqu'à la dernière marche de l'escabeau pendant la descente. Et là, c'est une responsabilité du médecin et se méfier des sujets obèses qui risquent de basculer sur la table de l'examen et des enfants maigres qui risquent de basculer l'escabeau et de trébucher. Donc cet accompagnement doit se faire pendant et avant l'examen et après l'examen. Une fois l'interrogatoire et l'examen physique est terminé, nous allons commencer à raisonner. Comment le médecin généraliste doit-il raisonner? Quels sont les différents types de raisonnement? Il y a 6 types de raisonnement. Le raisonnement inductif, le raisonnement hypothético-déductif, le raisonnement de pattern reconnaissant, le raisonnement clinique, le raisonnement probabiliste et la gestion de l'incertitude. Alors, ce sont les 6 situations que le médecin généraliste peut vivre pendant sa consultation, mais le raisonnement hypothético-déductif et le raisonnement probabiliste sont les raisonnements le plus fréquents du médecin généraliste. Alors, je commence par le raisonnement inductif.
Le raisonnement inductif, c'est ce que nous avons appris pendant nos stages, c'est ce que nous avons appris avec nos maîtres de stage, c'est l'anamnèse, l'examen clinique, les diagnostics différentiels, l'investigation et le diagnostic final. Ça, c'est un raisonnement qui coûte cher pour le système de santé et le rapport coût-efficacité est très élevé. C'est un raisonnement de jeunes médecins qui commencent à s'installer en médecine générale ou en médecine de famille et qui fait du copier-coller avec son grand patron qui l'a accompagné pendant les consultations de spécialité. C'est quand le médecin généraliste raisonne comme le spécialiste, son maître de stage, c'est un généraliste qui raisonne en spécialiste raté. Et je m'excuse du terme. Le raisonnement hypothético-déductif. Le raisonnement hypothético-déductif est basé sur l'interrogatoire. À fur et à mesure que le malade décrit ses plaintes, le médecin commence à émettre des hypothèses. À fur et à mesure que les hypothèses avancent, on élimine certaines hypothèses pour ne retenir que 2 ou 3 et à l'examen physique, on finit par retenir 1 ou 2 hypothèses pour arriver au diagnostic final. Ça, c'est le raisonnement spécifique du médecin généraliste, c'est le raisonnement hypothético-déductif. Le raisonnement de paterne-cognition, c'est le raisonnement des grands patrons qui ont la grande expérience et qui brûlent toutes les étapes, rien que l'examen, ils arrivent au diagnostic. Je me rappelle très bien de mon maître professeur Hassoun Ben Ayed, qui, en regardant le malade, c'est un phéochromocytome. On hospitalise le malade, on fait les explorations et c'est un phéochromocytome. Pourquoi professeur Hassoun Ben Ayed à Tunis raisonne comme ça? Parce que professeur Hassoun Ben Ayed, c'est une encyclopédie sur pied. Ça, c'est le raisonnement des grands patrons. Je me rappelle aussi le cas du professeur Kassab à l'Institut d'orthopédie d'Orsal Saïd à Tunis. Il reçoit une dame qui a consulté plusieurs spécialistes en orthopédie et on lui a recommandé professeur Kassab. Rien que regardant la dame marcher, vous avez une réduction dans votre fémur, il est plus court à droite qu'à gauche. Il place la dame sur une table d'examen avec un mètre ruban, il mesure de l'ombilic jusqu'à la malléole interne et il trouve un raccourcissement de 3 cm au niveau d'un membre inférieur par rapport à l'autre. Ça, c'est le raisonnement des grands patrons et le médecin généraliste ne peut en aucun cas raisonner comme les grands patrons. C'est le raisonnement de paterne-recognition. Le raisonnement clinique, c'est un raisonnement amalgame. C'est un raisonnement qui associe le raisonnement paterne-cognition, c'est un raisonnement qui associe l'hypothético-déductif et le raisonnement clinique. C'est un raisonnement qui ne doit en aucun cas être fait par le médecin généraliste. Et je conclus avec le raisonnement probabiliste. Le raisonnement probabiliste, c'est le traitement des antibiotiques au niveau des infections sexuellement transmissibles. En période de grippe, nous raisonnons d'une façon probabiliste et nous tombons à pic avec le diagnostic. Et c'est au niveau des angines, on traite avec une bêta-lactamase et le malade est bien guéri alors qu'on n'a pas fait de culture, on n'a pas fait une recherche de germes. C'est un raisonnement spécifique du médecin généraliste parce que le médecin généraliste est un spécialiste de la haute prévalence, des maladies de haute prévalence et c'est un raisonnement saisonnier qui, en période de grippe, en période d'angine, il cible la maladie, il arrive directement à pic sur la maladie sans devoir faire des examens complémentaires ou des explorations. Pendant nos études médicales, pendant l'encadrement des médecins stagiaires, la majorité des maîtres de stage utilisent la démarche inductive. Et puis, avec l'expérience de chaque médecin généraliste ou médecin de famille, on arrive à maîtriser le raisonnement hypothético-déductif. La différence entre ces deux raisonnements, le raisonnement de l'accompagnement et le raisonnement de l'expérience, c'est que le spécialiste explore les possibilités, réduit l'incertitude et marginalise l'erreur parce qu'il a un équipement sophistiqué derrière lui dans le service et dans l'hôpital. Le généraliste, lui, il doit explorer les probabilités, doit accepter l'incertitude et doit marginaliser le danger parce que le généraliste, c'est un gestionnaire de l'incertitude.
Quand le diagnostic est incertain, nous tombons sur le problème de la référence. Faut-il référer au deuxième degré du niveau de soins? Faut-il référer au troisième degré du niveau de soins? Plusieurs consultations de deuxième ou troisième niveau sont alors des problèmes d'orientation qui utilisent la démarche clinique basée sur la démarche hypothético-déductive. Donc, nous, généraliste, on raisonne en hypothético-déductif, on réfère notre malade au clinicien qui a un raisonnement clinique et qui arrive au diagnostic après exploration et après élimination de beaucoup de diagnostics différentiels. Mais dans tous ces raisonnements, il y a des facteurs humains parce que le médecin n'est pas une machine, parce que chaque médecin a une culture et une personnalité individuelle et chaque médecin a son faible, c'est qu'il incorpore ses souhaits dans son raisonnement. Les facteurs humains, c'est l'incidence de la maladie. L'incidence, nous sommes des spécialistes en haute prévalence. L'âge, le sexe, la profession, les conditions socio-économiques, les habitudes de vie. Il y a l'expertise. Avez-vous entendu parler de ce syndrome? Par exemple, je parle du syndrome d'Alagille. Il y a des médecins qui tombent à pic sur le syndrome d'Alagille devant tout ictère, parce qu'il a connu ce syndrome, il a vécu ce syndrome. Et puis, le sérieux, comment traiter ce syndrome d'Alagille? La traitabilité, y a-t-il un traitement? Est-ce que ce traitement est correct et abordable? La nouveauté, parce que je viens de lire un article tout récemment sur ce syndrome rare, que j'arrive au diagnostic. Et puis, le biais, est-ce que ce raisonnement est biaisé? Est-ce que ce raisonnement est influencé par des facteurs externes? Là vient la gestion de l'incertitude. La gestion de l'incertitude, il y a un proverbe français, quand vous entendez le hennissement des chevaux, je ne dois jamais penser aux zèbres. Parce que le médecin généraliste, c'est un spécialiste d'une maladie de haute prévalence. Donc, une maladie rare, c'est l'affaire du spécialiste. Les maladies orphelines, c'est l'affaire du spécialiste. Mais quand le généraliste connaît ces maladies, c'est une bonne chose. Alors, en matière d'incertitude et de probabilité, la médecine est une science de l'incertain, c'est un art de probabilité. Le bon médecin traite la maladie, mais le meilleur médecin traite le malade avec la maladie. Il n'y a pas de bons médecins et de mauvais médecins. Tous les médecins sont issus d'un système élitiste sélectif au cours de leur enseignement. C'est les meilleurs qui ont eu leur bac et que l'ordinateur a orienté vers les écoles prestigieuses ou bien vers les facultés de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire. Mais un bon médecin, c'est un médecin qui arrive à un diagnostic au moindre coût. Le rapport coût-efficacité est bas, alors qu'un mauvais médecin, entre guillemets mauvais, c'est quelqu'un qui raisonne comme un spécialiste et arrive au diagnostic avec un coût très élevé qui charge la charge de soins sur le système de santé. Là, nous nous trouvons en dualité avec le rapport confiance-conscience. La relation médecin-malade est un contrat moral tacite de la pratique médicale où la confiance du malade rejoint la conscience du médecin. Le médecin est appelé à prodiguer des soins diligents, consciencieux aux patients selon les données de la science. Et là, c'est l'obligation des moyens et non l'obligation des résultats. Tout médecin généraliste exerce sa profession sous l'obligation des moyens, en fonction de l'équipement de son cabinet ou l'équipement de sa structure de soins de santé de base. Et quand cette relation médecin-malade est entravée, le contrat moral de la relation médecin-malade est rompu, c'est une affaire de justice qui s'installe et les juges doivent s'éclairer par l'avis des experts. Ces experts sont désignés pour évaluer la responsabilité médicale. Les experts vont se prononcer sur les moyens diagnostiques et thérapeutiques disponibles et utilisés en conformité avec les données actuelles de la science, en toute bonne foi et conscience du médecin, même s'il s'agit d'un décès. Encore une fois, avec la rupture de la relation médecin-malade, toute erreur sans faute ou erreur non intentionnelle conduit à une réparation de préjudice et non à une sanction pénale et surtout pas une privation des libertés. Les médecins ne demandent aucune faveur mais exigent des conditions d'exercice conformes aux textes nationaux et internationaux. Et malheureusement, dans cette rupture de contrat de soins, le caducée du serment d'Hippocrate, le miroir du caducée du serment d'Esculape est remplacé par des menottes.
Et chaque fois qu'il y a une arrestation, chaque fois qu'il y a une procédure judiciaire, c'est une rupture de la relation médecin-malade, c'est une rupture de la confiance médecin-malade, et malheureusement, tout médecin est un citoyen pour qui s'appliquent les textes de loi. Il n'y a pas de texte spécifique pour le médecin en matière de responsabilité médicale, parce que dans nos diplômes, nous sommes appelés à jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés par loi, décret et règlement. Chaque médecin a ce libellé inscrit sur son diplôme et ça lui permet de jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés par loi, décret et règlement, y compris les textes relatifs à la faute intentionnelle ou bien à la faute non intentionnelle ou bien à l'erreur sans faute. En conclusion, le British Medical Journal de février 2000 définit le médecin généraliste comme étant un spécialiste formé à travailler à la première ligne du système de santé et à prendre les mesures initiales en réponse à quelques problèmes de santé que le patient puisse avoir. Le médecin généraliste s'occupe d'individus ancrés dans une société, indépendamment du type de malade, de patient ou d'autres critères personnels ou sociaux. Il organise les ressources dont le système de santé dispose au meilleur avantage des patients. C'est un médecin qui s'engage auprès des individus autonomes dans les domaines de la prévention, du diagnostic, de la thérapeutique et des soins. Ce modèle global intègre les fonctions spécifiques du premier recours, de prise en charge globale, de continuité, de coordination des soins et le rôle de la santé publique. Et merci pour votre attention.